puis la table ronde provinciale sur l'emploi qui concerne la province du Québec avec M. Salter, directeur général, et M. Walcott, directeur de l'engagement et des communications. Je vous explique comment ça fonctionne. À chaque organisme, on donne 5 minutes pour pouvoir faire une présentation, se présenter tout ça. Et ensuite, il y aura des rondes de questions interactives. Je suis très sévère sur le temps. C'est malheureusement mon boulot. Mais plus je suis sévère sur le temps, plus on a de chance de faire une deuxième ronde de questions. Puis ça donne plus de chance à toutes les formations politiques de pouvoir poser des bonnes questions. C'est tellement agréable d'avoir des témoins, donc c'est pour ça. Si je suis sévère sur le temps, c'est 5 minutes, on commence, je vous arrête à 5 minutes, 15 secondes avant, à peu près, je vous dis qu'il reste 15 secondes. Je coupe et on suit comme ça. Donc, on va commencer avec Mme Boutieb. La parole est à vous pour 5 minutes. Allez-y. Merci. Ça sera plutôt Mme Enaillé, notre présidente, qui est en ligne. Parfait, Mme Enaillé, allez-y. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous parle des territoires non cédés des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, à Vancouver. Au nom de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, l'AFFC, j'aimerais remercier le comité permanent des langues officielles de nous inviter à présenter nos recommandations dans le cadre de l'étude sur le développement économique des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Je m'appelle Nour Enaillé et je suis la présidente de l'AFFC. Je suis accompagnée aujourd'hui de Soukaina Boutieb, directrice générale de l'organisme. Nous sommes un organisme féministe, sans but lucratif, voué à la sensibilisation et la promotion du rôle et de la contribution de plus de 1,3 million de femmes francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire. L'AFFC a la chance de compter sur son réseau de 15 organisations membres. Cette année, le nouveau plan d'action pour les langues officielles a reconnu officiellement l'apport essentiel des femmes dans le développement des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Notamment, elles assurent la transmission de l'identité francophone. Des investissements concrets et constants envers les femmes francophones et acadiennes sont essentiels afin de reconnaître cet apport et assurer le développement économique de nos communautés. Pour nos communautés, les enjeux sont nombreux. L'augmentation de la violence fondée sur le sexe durant la pandémie et l'absence de la francophonie dans le plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe est préoccupante. De plus, pour le réseau de l'AFFC, la réalité du financement est alarmante puisque nos organisations membres ne bénéficient pas toutes d'un financement de base. L'allocation d'un financement de base est essentielle pour leur permettre de continuer de jouer leur rôle dans leur communauté. Les femmes immigrantes francophones ont aussi des besoins particuliers qui ne sont pas pris en compte dans les programmes et services en immigration. Cette prise en compte permet non seulement une meilleure intégration des femmes immigrantes francophones, mais également une meilleure participation dans la vie sociale et économique. Au Canada, les femmes comptent pour environ 54% des personnes aidantes, aussi appelées proches aidantes. Ces femmes doivent avoir accès à des soins de santé ou à des services en français qui répondent à leur réalité particulière. L'analyse comparative entre les sexes plus vient atténuer les effets produits par les programmes et services offerts par le gouvernement en fonction des facteurs identitaires relatifs à chaque personne. Pour être pleinement efficace, elle doit être appliquée de manière exhaustive et ses résultats doivent être accessibles au public. L'AFFC présente au comité les recommandations suivantes. D'abord, que le gouvernement réserve une enveloppe spécifique pour les organismes de femmes francophones et acadiennes dans le cadre des financements accordés par toutes les institutions fédérales. Deuxièmement, que le gouvernement assure un financement de base spécifique pour toutes les organisations de femmes francophones et acadiennes en situation minoritaire et investisse un montant de 280 millions de dollars sur 5 ans de l'enveloppe des fonds alloués à titre de financement de base des organismes de la francophonie canadienne. Troisièmement, que le gouvernement applique une analyse comparative entre les sexes plus exhaustive et assure l'accessibilité des résultats à l'ensemble de la population. Quatrièmement, que les programmes et services d'immigration développés par le gouvernement fédéral respectent l'engagement envers l'égalité entre les genres et tiennent compte des besoins des femmes immigrantes francophones. Cinquièmement,
que le gouvernement investisse un montant supplémentaire pour la mise en œuvre du plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et consacre une enveloppe spécifique pour les organismes de femmes francophones et acadiennes en milieu minoritaire. Finalement, que le gouvernement investisse afin de faciliter l'accessibilité aux ressources et services pour les personnes aidantes francophones. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité permanent des langues officielles, je vous remercie pour votre attention. Soukaina Boutieb et moi-même, nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. 20. Monsieur Walcott ou Monsieur Salter, je ne sais pas lequel. Monsieur Salter, allez-y pour 5 minutes. Merci. Avant de commencer mes remarques initiales, je voulais juste mentionner que ce serait un plaisir d'entretenir avec les membres en français en termes de mes questions, les questions après, mais je vais donner mes remarques comme organisme qui travaille au sein pour la communauté d'expression anglaise ici au Québec. Je vais donner en anglais pour commencer. So, Mr. Chair and esteemed committee members, on behalf of the Provincial Employment Roundtable, I'd like thank you for the opportunity to speak with you today. Through my remarks and our discussion, I hope to highlight the issues and needs of Quebec's English-speaking communities as they pertain to employment. First off, a bit more background about who we are. The Provincial Employment Roundtable, otherwise known as PERT, is a nonprofit multi-stakeholder initiative whose main goal is to address issues of employment and employability facing the English-speaking community in Quebec. PERT accomplishes this through researching the major challenges that these communities face and by engaging with our network of over 90 members from across the province of Quebec. Our members contribute their knowledge and expertise through their participation in our 4 sectoral tables, which will group employment service providers, employers, educators, and regional community organizations. Our sectoral tables inform our research agenda and provide feedback on our analysis. They also serve as a place for collective mobilization and the development of solutions and initiatives to help address and increase awareness of the employment issues our communities face. While I'm pleased to be here today to have the opportunity to share the most up-to-date employment statistics regarding Quebec's English speakers, the economic trends that these statistics reveal are truly worrying. PERT's quantitative research, which primarily uses Canadian census data, shows that Quebec's English speakers, who represent 57.4% of the total official linguistic minority community labour force in Canada, experience higher levels of unemployment, lower incomes, and higher rates of poverty than the French-speaking majority in Quebec, as well as all other OLMC communities across the country. More specifically, our analysis of the new 2021 census data shows that English speakers had an employment rate of 10.9%, which is 4 percentage points higher than that of Quebec's French speakers at 6.9%. English speakers also earn a median employment income that is $5,200 lower than French speakers. These gaps in unemployment and income have been present and growing since at least 2001 and have effectively doubled between 2016 and 2021. A deeper dive into unemployment and income data shows that there are disparities even within the English-speaking community, with English speakers living in the regions, as well as visible minorities, immigrants, First Nations, and Inuit experiencing worse outcomes. While the myth of the wealthy Quebec Anglophone persists, the realities on the ground are much different. We see high levels of income disparity within Quebec's English community and disproportionately higher rates of poverty compared to French speakers, so 10% versus 5.8%. And despite representing only 14.9% of Quebec's population, the English-speaking community accounts for nearly 1/4, 23% of the nearly 450,000 Quebecers living in poverty. The data is pretty stark. The English-speaking community in Quebec faces important economic challenges, and these challenges are a threat to its continued vitality in the province. To find appropriate solutions, however, it's important to understand why English speakers have been falling behind in recent years. The research we have done thus far has helped us by 3 main barriers to employment, driving the downward economic trends for our community. They are, first, a lack of access to specialized and targeted English language employment services. Number 2, an ineffective French language learning system, particularly for adults in the labour market, and a lack of diverse program offered to support the language learning needs of individuals in key professions. And lastly, a lack of access to English language skills training programs due to the limited availability of these programs across the province, particularly in the regions. Data shows, for example, that English speakers complete vocational and technical training programs at less than half the rate of Francophones, at 6.2% versus 13.2%, limiting their ability to participate in in-demand trades and careers in Quebec. As you well know, employment is an area of shared jurisdiction, and as such, we believe that to effectively address the challenges and begin to reverse the worrying employment and economic vitality trends we've outlined, governments across all jurisdictions need to work together in a collaborative and coordinated way. The first steps in doing this work involve recognizing employment as a cornerstone of economic development and community vitality in the English-speaking community of Quebec and developing a strategy that prioritizes impact and accountability.
improving the relationship between federal institutions and the English-speaking community in Quebec concerning economic development, ensuring coordination and cooperation between the federal government, particularly Canadian Heritage and ESTC, and the provincial government in areas of shared jurisdiction, investing in research on the employment and economic developments of the English-speaking community, and developing a pan-Canadian plan to strengthen investments in free and accessible adult French language training programs. Over the last 3 years, PERT has built a robust and diverse network of partners whose perspectives and expertise drive our capacity to develop solutions to the problems I have outlined today. We're especially proud of our partnership with the Regional Development Network and YES, an employment organization in Montreal with whom we have deployed a French language confidence-building program for job seekers across the province. Nevertheless, all our members and stakeholders stand ready to work with all levels of government to develop and implement innovative solutions that will help address our community's employment challenges. The one missing piece we require to put our vision in place is adequate and sustainable government investment. Thank you for your time. Et c'est un plaisir de répondre à vos questions en français dans le meilleur de mes capacités. Merci, Mr. Salter. You're on the Parliament Hill here. You can feel free to speak one of both official languages. Feel free to talk in English or in French. OK, nous allons commencer maintenant la première ronde de questions. Chaque formation politique va pouvoir vous poser des questions à l'une ou l'autre des témoins. 6 minutes chacun, de façon interactive. Donc, on commence toujours avec le Parti conservateur. Et ici, ça sera M. Bernard Généreux pour 6 minutes fermes. Allez-y, M. Généreux. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à l'ensemble des témoins. Très gentil de votre part d'être ici aujourd'hui. Mme Ménayed et Mme Boutilled, c'est bien ça? Quelle est votre perception par rapport au fait que le gouvernement ne reconnaisse pas plus que ça le travail des femmes francophones à travers le Canada? Est-ce que c'est votre sentiment? Je peux commencer. Je voulais juste donner la chance à ma présidente de commencer. C'est pas évident. Je m'excuse entre nous deux qu'on n'est pas au même endroit. Merci beaucoup pour cette question, monsieur le député. Je pense qu'une des raisons ou une des réalités qu'on vit souvent, c'est que justement, dans la société du Canada en général, c'est que les femmes francophones et acadiennes sont souvent oubliées. Quand on parle de nos besoins, de nos demandes, souvent, ça arrive qu'on est oublié. Puis je pense qu'un des points qu'on pourrait mettre en avant et qu'on a été très vocal là-dessus, c'est entre autres le plan d'action pour contrer la violence fondée sur les sexes. C'est un plan d'action qui est là pour éradiquer la violence. La réalité dans les provinces et territoires, c'est que les services pour les femmes francophones et acadiennes, c'est un luxe dans certaines provinces et territoires. Il n'y a aucun service qui existe par et pour les femmes francophones en termes de violence fondée sur les sexes. Donc, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis ce plan d'action-là, il y a eu une invisibilisation des femmes francophones, définitivement. Est-ce que vous aviez identifié... en fait, première chose avant c'est dans le plan, dans le PALO, il y a des sommes qui ont été réservées pour l'ensemble du monde francophone dans tous les secteurs, normalement incluant aussi les femmes francophones. Est-ce que vous avez vu la couleur de cet argent-là depuis le printemps? Je pense que depuis le printemps, non, mais une des choses que nous, on est pas mal fiers, c'est que pour la première fois qu'on a vu, en tout cas depuis un mois que je suis en poste, qu'on a vu que dans le PALO, il y a une mention spécifique que l'apport des femmes dans la transmission de la langue, dans la vitalité des communautés. Donc pour nous, c'est vraiment un pas en avant. Définitivement, on est en train de voir comment le tout va être articulé en financement. Puis quelque chose à retenir également, c'est que ce n'est pas toutes les organisations de femmes qui existent, nos membres, on en a 15 au pays. Il n'y en a pas au territoire du Nord-Ouest, il n'y en a pas à Terre-Neuve-et-Labrador, il n'y en a pas au Nunavut, faute de financement, et ce n'est pas toutes nos organisations qui ont un financement de base. Donc, c'est sûr que oui, on est en attente de voir comment le tout va être articulé concrètement. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le montant du financement de base que normalement vous recevez ou que vous receviez? Et si, par rapport à ce montant-là, quelles sont vos attentes maintenant par rapport au budget, les derniers budgets qui ont été annoncés? Bien, la réalité, c'est que les organisations de femmes ne reçoivent pas, comme j'ai dit, tout un montant de base. Et il y en a qui reçoivent vraiment une somme très minime par rapport à la réalité. J'en ai de mes organisations membres qui vont recevoir, par exemple, 40 000 $ par année, qui ne couvrent pas vraiment grand-chose. Donc, en termes généraux, selon nos études à l'interne, j'ai envie de dire, on se rend compte qu'un 350 000 $ par année est le basic pour payer une employée, une DG et payer un peu les ressources pour pouvoir faire vivre une organisation. Encore, le mandat change si c'est un mandat d'un service direct pour des femmes ou un organisme porte-parole. Ça, il y a des spécificités là-dessus, mais au moins de leur permettre de vivre un 350 000 $ par année est le minimum. Et là, vous parlez
Au niveau national, incluant en fait de votre organisation, parce que vous parliez qu'il y en avait 15 au Canada. Est-ce que vous parlez... National. Je parle au niveau provincial. Donc, l'AFFC, on a un organisme national et nous avons des organismes provinciaux ou territoriaux ou locaux. Par exemple, je prends un exemple, Pluriel au Manitoba, c'est une organisation qui est juste à Winnipeg et qui est là pour donner un service direct aux femmes. Au Nouveau-Brunswick, où nous avons une organisation qui s'appelle le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Et eux, c'est une organisation provinciale qui a un mandat qui est plus de la défense des droits des femmes. Donc, le mandat diffère. Si je comprends bien, vous êtes au national, puis il y a 15 organisations qui dépendent de vous. En sorte. Donc, votre financement à vous annuel, il est de combien? À nous, avec Patrimoine, si ma mémoire est bonne, 342 100 $. Et chacune des organisations provinciales, vous pensez qu'il devrait avoir le même montant? Pour chacune des provinces? Je pense qu'à la FFC, étant donné qu'on a une charge nationale, on devrait avoir beaucoup plus que ça. Mais pour les organisations provinciales, oui, au minimum, un 350 000 pour pouvoir vivre. OK. Donc, dans le PALO, il y a un montant global qui est... En fait, vous avez dit il y a un pas en avant parce qu'il y a une réflexion qui a été faite et le mot femme se retrouve dans les documents, mais il n'y a pas de montant directement associé dans le document, là, si je comprends bien. C'est ce qu'on a justement, on attend comment ça va être articulé. OK, mais comment avez-vous identifié ou comment croyez-vous que vous êtes en mesure d'identifier avec l'ensemble des budgets globaux? Est-ce que c'est directement avec Patrimoine Canada que vous regardez les possibilités d'avoir plus d'argent ou avec les autres organisations nationales? Avec les autres organisations, ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est que le PALO n'est pas là juste pour Patrimoine canadien. Il y a d'autres ministères également qui regroupent là-dedans. Puis ça fait partie des demandes aussi que justement notre présidente a mentionné dans son discours, c'est qu'il faudrait que ça soit automatique, qu'il y ait un financement accordé aux femmes francophones dans tous les ministères qui accordent des subventions à la population civile. Donc ça devrait être un automatique parce que souvent on oublie ça à la fin. Donc c'est une des recommandations qu'on offre aujourd'hui. J'ai-tu me reste du temps? OK, M. Salter, d'où viennent vos chiffres? Where your numbers come from? Le recensement du Canada. Le recensement du Canada? Oui. Donc, l'ensemble des chiffres que vous avez mentionnés dans votre discours d'ouverture viennent de Statistique Canada du dernier recensement. On a fait une analyse à l'interne aussi. Tout ça est disponible sur notre site Web et ça va être dans le mémoire qu'on va soumettre aussi. Ouais. Je suis surpris des chiffres parce que, là, évidemment, vous parlez particulièrement des anglophones au Québec, j'imagine. 5 secondes. Donc, en tout cas, je vais laisser ça, mais je suis très surpris de ces chiffres-là quand même. Merci, M. Généreux. On aura le temps de revenir. Deuxième question, ça sera Mme Ariel Kayabaga pour 6 minutes pour les libéraux. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. Bienvenue à nos témoins. Je vais aller directement à Mme Enaé. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez mentionné en matière d'immigration pour les femmes francophones, il y a des défis. Est-ce que vous pouvez encore une fois en parler? Puis, quel genre de propositions que vous faites pour ces défis? Donc, la FFC a fait une étude sur les besoins spécifiques des femmes francophones immigrantes et on a découvert que leur défi est vraiment très grand avec l'intersectionnalité de ces femmes. Donc, c'est des femmes qui viennent en immigration, mais qui ont le poids de beaucoup de choses que les femmes qui sont déjà établies n'ont peut-être pas. Donc, il y a l'intersectionnalité, il y a le défi de l'immigration et tous ces besoins sont dans l'étude qu'on a sortie. Donc, on espère que on pourrait aller, quand on parle de femmes francophones, on espère que les femmes francophones issues d'immigration soient vues différemment quand même parce que leurs besoins sont très différents. Est-ce que je pourrais me permettre de peut-être rajouter? OK, 2 secondes. Ouais. OK. Parmi les besoins concrets qui a été la question de la charge mentale, la question d'accessibilité des services. Souvent, les femmes immigrantes, c'est des femmes elles ont un poids non seulement de réussir leur parcours migratoire en tant que femme à part entière, mais aussi la charge de la famille également. Donc, différents points qu'on pourrait définitivement proposer plus s'il y a le temps pour ça. Ma prochaine question est sur le fait que tout à l'heure, vous avez mentionné de la façon dont vous aimeriez voir une intégration, de déployer l'argent pour les femmes francophones d'une façon qui est automatique. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur ça? Parce que j'aimerais savoir
parce que vous connaissez bien que le Canada, c'est un pays qui est quand même... les provinces sont un peu libres. Donc, il y a cet argent-là qui va dans les provinces. Comment ça se fait qu'on puisse faire ça d'une façon qui tient en compte les besoins dont vous avez mentionné tout à l'heure? Je vais vous donner un exemple très concret. En Colombie-Britannique, par exemple, on a un seul organisme qui dessert les femmes qui font face à la violence, les femmes francophones qui font face à la violence, dans une province où il n'y a aucune politique pour les services en français. Cet organisme, en mars, va fermer par manque de financement, justement parce qu'il n'y a pas de financement de base dans une province qui n'a aucune obligation pour les services en français. Donc ça, c'est un exemple. Donc on a toutes les femmes francophones de la Colombie-Britannique qui n'auront aucun service dans leur langue. Tout à l'heure, vous avez mentionné, Mme Boutieb, qu'une grande partie du travail dont vous êtes en train de pousser, c'est les fonds pour l'action pour éradiquer la violence fondée sur le genre. Ce week-end, on a pu pouvoir garder ce fonds, malgré que les conservateurs ont voté contre pendant les 30 heures de marathon de vote qu'on a fait. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus de pourquoi vous avez besoin de ce fonds pour les femmes francophones du Canada? Définitivement. Je pense que si vous me permettez, je vais parler d'une histoire que nous-mêmes, on a vécue en tant qu'organisation. Durant la pandémie, avec tout ce qui a été vécu durant la pandémie, la FFC a été victime d'une attaque. On a reçu un colis suspect qui nous indiquait que la place des femmes, je m'excuse les termes, c'est dans la cuisine, que les immigrantes, elles ne devraient pas être dans notre pays, puis que si vous ne nous écoutez pas, on va vous battre. C'était clairement les mots qu'on a reçus durant la pandémie. Ça a été un choc pour nous, et j'ai encore la chair de poule à chaque fois que j'en parle. Ça a été la situation. Nous, on a été attaqués en tant qu'organisation. La réalité, c'est qu'en est-il des femmes francophones dans les différentes provinces et territoires, dans les régions rurales, dans les régions urbaines où il n'y a aucun service? On a besoin de services, on a besoin de prévention, on a besoin de changer la mentalité de notre société à avoir une société juste et équitable et sécuritaire pour tout le monde. Donc, on a besoin de maisons d'hébergement, mais avant ça aussi, on a besoin d'éduquer, de prévenir et de sensibiliser aussi. Je pense que c'est deux choses à tenir au courant et on a besoin d'un investissement concret et qu'on n'oublie pas les femmes francophones. Comme je l'ai dit, avoir un service, c'est un luxe des fois dans certaines régions et ça ne devrait pas être le cas. Et vous avez aussi parlé de la question de santé mentale qui, encore une fois, c'est un volet qui a été voté contre par les conservateurs durant les 30 heures de marathon qu'on a fait ce week-end. Mais heureusement, on a pu garder ça sur place. Est-ce que vous pouvez parler de comment est-ce que vous voulez avoir accès à ces fonds de santé mentale? La santé mentale, c'est aussi quelque chose qu'on y pense souvent qu'une fois qu'il y a une crise chez une personne. La santé mentale, on a besoin définitivement des services en français, en termes de prévention, en termes d'appui. Puis la question de la charge mentale que les femmes vivent est énorme aussi. La charge mentale, c'est penser à maintenant je suis avec vous, mais je suis aussi une personne aidante, donc je pense que je vais retourner à la maison, je vais devoir m'occuper de ma mère, je dois aller chercher ses médicaments, j'ai un conjoint, j'ai une famille et aussi faire mon travail. Toutes ces choses-là qu'en toute honnêteté, mon conjoint n'y pensera pas nécessairement. Donc ça, c'est la réalité des femmes à tous les jours. Et autre que ça, quand tu n'as pas de service, quand tu n'as pas une place pour appeler, que tu n'as pas les sous pour non plus le faire, que tu vas avoir un service qui est accessible, mais que ça ne l'est pas dans tes régions, c'est un défi et je pense que c'est important de prendre en considération que la santé mentale, surtout après la pandémie, c'est toute une population qui a été touchée. On en a énormément besoin de services en français par et pour les francophones, puis ça, j'insiste là-dessus. Merci beaucoup, Mme Boutieb. Les prochaines questions viendront du deuxième vice-président de ce comité, M. Beaulieu. À vous la parole pour 6 minutes. Merci, M. le Président. Merci à nos invités. D'une part, les premières questions s'adresseraient au groupe PERT. D'où provient votre financement en général? Notre financement en général vient de la province du Québec. Donc, je dirais, dans l'année fiscale dernière, 94% venait du Québec. On avait un peu de financement du gouvernement fédéral, du Canadian Heritage. Puis, vos partenaires qui font partie de la table, est-ce que... En grande majorité, je dirais que c'est un mix, si on pense à nos partenaires. Mais les services d'employabilité, la majorité des services d'employabilité sont financés par la province du Québec, en effet. Donc, je dirais c'est plus vers la province qu'on a le financement. Ouais. Je vous pose une question. Est-ce que vous reconnaissez que pour assurer l'avenir du français au Québec, la francisation et l'intégration des immigrants, c'est crucial?
Notre focus est sur la communauté d'expression anglaise, donc on ne focus pas nécessairement exactement sur les immigrants, mais je pense qu'une des priorités pour notre organisme, c'est la francisation, l'amélioration du système d'apprentissage du français au Québec. Quand on a fait de la recherche là-dessus, on a fait un inventaire, on a posé des questions sur est-ce que Québec est un bon... Pour revenir, parce que votre étude, c'est basée sur la PLOP, là, la première langue officielle parlée. Ça inclut, selon les dernières données que j'ai vues, environ le tiers des immigrants au Québec. Et est-ce que ça inclut aussi les Premières Nations comme des anglophones? Ouais. Est-ce que vous avez une question ou... Oui, parce que, bon, quand on dit plusieurs spécialistes, le gouvernement du Québec considère que pour maintenir le poids démographique des francophones, ça prend 90 des transferts linguistiques, ou en tout cas, il faut réussir à intégrer, franciser 90 des nouveaux arrivants. Mais vous considérez que au moins le tiers des immigrants d'expression anglaise ou qui voudraient fonctionner en anglais, tout ça, ont le droit d'avoir des services en anglais et ça fait partie de votre mission? Oui, tout à fait. Donc, c'est clair pour nous que la communauté d'expression anglaise, il y a une grande volonté, on parle de la communauté d'expression anglaise, d'améliorer leurs compétences en français. Ça, c'est clair pour nous. Dans le contexte politique actuel, je pense que... On dépend à ma question, mais... La définition inclut les immigrants qui ont leur première langue officielle parlée est l'anglais. C'est des gens qui... Mais c'est pas que notre définition les inclut. Ils veulent être inclus dans la définition. Ils se voient plus comme des Québécois d'expression anglaise que francophones. Et à créer un système où on peut les accueillir en anglais, nous permettront par la suite des choses de donner un bon service au niveau du service d'emploi et aussi de connecter avec les ressources en français. On travaille beaucoup sur le développement de l'amélioration du système d'apprentissage. La mission première, c'est de s'assurer, tantôt vous parlez de la formation professionnelle, vous ne parlez pas de la formation professionnelle en français, vous parlez de la formation professionnelle en anglais que vous trouvez... Que donner des services en français, en anglais, c'est essentiel pour aider les gens à faire face à des défis économiques. Que si les nouveaux arrivants, on donne la formation professionnelle en anglais, tout ça, nécessairement, ça va contribuer à leur anglicisation. Puis ça va rendre plus difficile leur intégration du côté francophone. Mais avant d'aller trop loin là-dedans, juste quelque chose d'important, parce que notre temps est très limité. Juste un instant, M. Beaulieu, juste pour vous dire que si on interrompt pendant que le témoin parle, pour les interprètes, c'est vraiment difficile. OK, je vais faire attention. Juste vous dire, parce que quand vous avez présenté vos résultats, vous avez utilisé des indicateurs qui, en général, donnent ce genre de résultats-là. Mais quand on utilise des indicateurs plus variés, par exemple, parce que la première langue officielle parlée, c'est dérivé de la langue maternelle, la langue d'usage à la maison, la connaissance du français. Puis bon, c'est un indicateur très, très large. Mais quand on utilise, par exemple, la langue maternelle, qui inclut aussi des nouveaux arrivants de langue maternelle anglaise, la différence s'inverse. Ça devient, par exemple, Statistique Canada 2016, en termes de langue maternelle, il y avait 7 800 dollars de plus du côté des anglophones. En termes de médiane, c'était 947 dollars. Vos données de vos études, vous amenez seulement première langue officielle parlée. On n'a pas encore accès aux autres données. Mon collègue, oui, parfait. M. Walcott, vous donnez des statistiques exactes, mais l'écart est encore présent si vous utilisez la langue maternelle. Mais on utilise la définition de PLOP parce que ça, c'est un lien avec l'autodétermination des Québécois d'expression anglaise. À la maison. Il y a plusieurs définitions, mais il faut vous donner des statistiques spécifiques. Donc, parce que la médiane, ça exclut la diversité un peu entre les revenus. En tout cas, allez-y. Donc, je vais essayer de toucher tous les points. Parfait. Donc, sur l'enjeu de notre définition des Québécois d'expression anglaise qui inclut la PLOP, dans le fond, pour nous, c'est une meilleure démonstration du besoin sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. Dans le contexte de nos recherches, on a interviewé quelqu'un qui c'était un Américain qui travaillait déjà un peu au Québec en étant américain. Il a déménagé aussi au Canada. Puis pour lui, le cheminement de francisation pour les nouveaux immigrants au Québec n'était pas
bien bâti pour ses capacités. Il y avait déjà un français intermédiaire. Puis ce qu'il cherchait à faire, c'est retrouver ou accéder à un français avancé. Mais les cours présentement au Québec qui sont offerts pour les nouveaux immigrants ne sont pas à cette hauteur-là. C'est vraiment de culture et de base, là, de commander un café. Pour la raison qu'on utilise plus PLOP, justement, c'est ce que ça démontre, ça inclut ces gens-là qui sont un peu entre les deux, qui auraient besoin de services plus spécialisés. Quand on parle de langue maternelle versus PLOP, si on regarde les statistiques les plus récentes, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'écart en termes de chômage est maintenu. Les chiffres sont différents, donc c'est 10,5 pour la communauté d'expression anglaise. Merci, M. Walcott. Les plus récents. Merci, M. Walcott. C'est tout le temps qu'on a. On pourra peut-être y revenir. Les prochaines 6 minutes nous viendront du nord du Manitoba avec Mme Ashton. Allez-y, Mme Ashton. Bonjour et bienvenue à tous nos témoins. Mes questions seront dirigées à l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Merci beaucoup pour votre présentation ainsi que pour vos recommandations claires pour notre comité. Je vais commencer en partageant que je suis très déçue d'entendre que l'agenda sur la violence contre les femmes, le plan d'action proposé par le gouvernement fédéral n'inclut pas les femmes francophones. Ça, c'est une omission grave, je dirais, qu'il faudra corriger aussitôt que possible. Ça fait quelques jours qu'on a reconnu le 6 décembre, le jour du Polytechnique, le jour où on agit pour mettre fin à la violence contre les femmes et il faudra qu'on agisse comme pays, reconnaissant ce que vous avez partagé avec nous. Sur ce point particulier, est-ce que à part du besoin d'inclure les femmes francophones dans le plan d'action, j'aimerais vous poser une question plutôt sur le financement. Êtes-vous en faveur de la mesure visant à ce que le gouvernement signe des ententes avec les provinces et territoires pour le financement du plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe? Soukaina, je te laisse répondre. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Êtes-vous quoi? En faveur de la mesure visant à ce que le gouvernement fédéral signe des ententes avec les provinces et les territoires sur le financement, particulièrement sur la violence et avec un focus sur les femmes francophones. Merci beaucoup d'avoir répété la question. Écoutez, un plan, il y a des ententes provinciales et territoriales, ça c'est totalement compréhensible. Mais un plan national se veut aussi d'assurer qu'il y a des clauses linguistiques et un financement qui est spécifique en francophones en situation minoritaire pour s'assurer que la population et les minorités linguistiques ont un accès à ces services-là. Donc oui, il y a des ententes provinciales, territoriales, il y a des signatures, c'est totalement normal. Mais le fédéral doit s'assurer qu'il y a des clauses linguistiques incluses automatiquement dans ces ententes-là pour s'assurer que tous les femmes francophones dans ce contexte-ci aient accès aux services en français en termes de prévention, sensibilisation, mais aussi d'avoir accès aux services après qu'elle soit victime ou survivante d'agressions à caractère sexuel. OK, merci. Vous avez parlé beaucoup des défis que sont en train de vivre les femmes immigrantes. On sait que le Canada a promis et a une obligation à travers la nouvelle langue, la modernisation sur la loi sur les langues officielles, à atteindre des cibles beaucoup plus ambitieuses sur l'immigration. Reconnaissant cela, reconnaissant les défis que vivent les femmes immigrantes, pouvez-vous expliquer quels sont les différents soutiens dont ont besoin les femmes francophones dans le cadre du système d'immigration canadien? Croyez-vous que notre système d'immigration accueille les femmes francophones comme il faut? Je pense qu'un pas en avant, un pas en arrière, j'ai envie de faire, c'est juste de rappeler que les femmes francophones immigrantes, il y a un rapport qui a été sorti auprès du commissaire aux langues officielles dans le temps en Ontario, qui a démontré que même malgré que la langue maternelle n'est pas le français, pour les femmes immigrantes, leurs enfants parlent le français pareil dans nos communautés francophones en situation minoritaire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à reconnaître, que les femmes francophones s'assurent qu'il y a une transmission de la langue au sein des communautés et qu'il y a un travail incroyable qui est là-dessus. Ceci dit, le parcours migratoire des femmes immigrantes est un défi.
parce que chaque femme vient avec sa situation. L'intégration se fait souvent comme un espèce, je m'excuse, le terme est un fit for all. Il n'y a pas une lentille de genre spécifique dans l'intégration des femmes. On ne donne pas des services qui sont axés spécifiquement aux femmes. Puis il y a des recommandations qu'on a fait sortir et des recommandations aussi simples que quand on donne des services aux femmes, assurer qu'il y a des garderies avec ça. Peut-être le donner dans des heures atypiques aussi pour permettre aux mamans de pouvoir y assister. D'avoir vraiment un service qui est destiné aux femmes immigrantes à leurs besoins et aussi de prendre en considération que le parcours migratoire change, les femmes, leurs besoins d'aujourd'hui peuvent changer demain et avoir un système qui est proactif. Et non pas parce qu'on a fait quelque chose hier qu'on doit toujours continuer à le faire les 15 prochaines années. De toujours s'assurer qu'on répond adéquatement aux besoins des femmes immigrantes qui assurent dans le fond la vitalité de nos communautés. OK, vous avez parlé de la petite enfance. On sait qu'on a un projet de loi qui revient à la Chambre des communes sur la petite enfance, le financement et l'accès à un programme de petite enfance. Le Sénat a récemment ajouté un amendement au projet de loi sur les services de garde d'enfants qui stipule « Le gouvernement du Canada s'engage à maintenir le financement à long terme des programmes et services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, notamment ceux destinés au peuple autochtone et aux communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et 2, ce financement doit être accordé principalement dans le cadre d'accords avec les gouvernements provinciaux et les corps dirigeants autochtones et autres entités autochtones qui représentent les intérêts d'un groupe autochtone et de ses membres. C'est un amendement qui dit clairement, non seulement pour les peuples autochtones, mais aussi pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire, que ce doit déterminer le type de services offerts dans nos communautés et évidemment dans le Canada hors Québec. 5 secondes, Mme Ashton. En français. Est-ce que vous soutenez cette mesure? Est-ce que vous pensez que c'est très important? C'est une excellente question qui devra attendre au deuxième tour. Justement, on entame le deuxième tour. On respecte le temps, donc on va faire un deuxième tour complet. On commence avec 5 minutes. Monsieur Mark Dalton, à vous la parole. Merci beaucoup. Et merci aux témoins. Mes premières questions sont dirigées à l'Alliance des femmes. Et on fait une étude sur l'économie. Et c'est clair que les femmes sont très habiles, mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire de plus pour faire prospérer les femmes et leurs familles dans une situation minoritaire? Et je sais que vous avez déjà touché et parlé de ça, mais si vous voulez renforcer ou si vous avez des autres choses à dire ici, ça va. Merci. Je peux peut-être commencer, puis Nour, n'hésite pas s'il y a autre chose. L'une des choses, c'est de penser, quand on pense à des politiques, à des programmes, de mettre en avant les femmes francophones. Que les femmes francophones ne soient pas un oubli ou ça soit en dernier lieu. De automatiquement dire, OK, si on met quelque chose en place, comment ça va être cet impact au niveau des femmes francophones? Est-ce que c'est un impact positif ou ça risque de créer encore une inégalité des gens ou une inégalité de la société? Est-ce qu'on est en train d'aider ou on est en train de perpétuer peut-être des effets négatifs sur la population? Moi, je dirais, c'est la première chose. Puis il y a quelque chose qui s'appelle l'ACS+, l'analyse comparative des sexes+, que depuis 1995, le Canada a ratifié à l'utiliser. Notre questionnement là-dessus, c'est est-ce qu'il y a une analyse exhaustive? Donc, parce que des fois, on nous dit qu'il y a une ACS+, mais on remarque que les femmes francophones sont oubliées. Donc, on recommande qu'ils en prennent plus de temps dans ce genre d'analyse-là. Bien, merci. Pouvez-vous parler un peu et nous donner un portrait de l'entrepreneuriat des femmes dans des francophonies canadiennes dans la situation minoritaire? Peut-être un portrait. Ça serait définitivement données spécifiques là-dessus, mais je pense qu'une chose à reconnaître, c'est que les femmes vont souvent vivre une insécurité financière. Donc, l'entrepreneuriat, il doit être un entrepreneuriat à l'encourager les femmes, mais aussi assurer qu'il ne reste pas d'avoir cette insécurité financière, dans le sens que une fois que l'entrepreneuriat, si jamais il n'est pas accessible ou il n'y a pas un appui concret là-dedans, il y a aussi des responsabilités que les femmes doivent vivre à tous les jours. La question d'avoir accès à un régime de retraite, c'est pas toutes les femmes qui travaillent avec des organisations qui ont des régimes de retraite. Bref,
Bref, il y a plein de choses qui peuvent impacter au futur la sécurité financière des femmes. Donc, oui, l'entrepreneuriat doit être encouragé, mais je pense qu'il doit y avoir un appui concret pour ces femmes pour assurer qu'elles réussissent ce qu'elles sont en train de faire comme démarche. Merci beaucoup. Mr. Salter, it was some of your statistics were quite surprising as far as the unemployment rates among the Anglophone minority. Now, is your focus as an organization, is it strictly upon the Anglophone minority group, or is it upon just the entire province of Quebec? The focus of our organization is on Quebec's English speakers, and we focus on their employability. So we think of ways to understand the problems, and we use a lot of the census data to better understand their problems, and we want to mobilize solutions, which, as I mentioned in my opening remarks, include English employment services and skills training, but also need to be paired with French language training that targets specific professions and the workplace. So your funding is strictly from the province of Quebec? The majority of our funding comes from the province of Quebec, Okay. yes. So the fact that they're doing this, does this indicate why are they doing this? Is it because they're concerned, or why are they funding your organization? We clearly presented that data that demonstrates that Quebec's English speakers are underrepresented in the labor market. We're facing a labor market shortage, and the solutions are a win-win situation, I think, for all governments, which is offering better English employment services that are targeted towards the groups, towards the people in the front lines, but by building the capacity of the English-speaking OLMC organizations, but also paired with French language training to help people improve their French language competency and get into certain professions, or to improve their professional vocabulary and confidence. So it's a win-win situation for all governments. The employability of English speakers is actually an opportunity to do economic development, but also protect the French language. Yeah, so my understanding was that most Anglophones, most young Anglophones growing up are actually quite fluent in French. And so having these statistics is surprising. Are these unemployment rates, is it more among the older generation, or like can you make some sense out of this? Or is it more immigrant population that are, Our numbers man here. Quickly, is there's two-thirds of the English-speaking community in the census indicates that they're able to hold a conversation in French. Holding a conversation in French is different from being able to perform at a high level in a career. So there are so again, 1/3 of the population isn't even able to hold a conversation in French, but the other 2/3, it's unclear about their French language competency. So actually, one of the things we want to see is better data collection on French language competency, so we understand how to move people from perhaps beginner to intermediate levels to more expert levels, specifically for the workplace and for specific professions. And are the trends getting worse, or are they stable, or are they, what does occur? The unemployment gap has been present for almost 20 years, doubled in the last since the last census from 2016 to 2021, from 2 percentage points to 4 percentage points. And the employment income gap, median employment income, which is what most economists use, they use median income as a comparative, average as distorting effects. So median employment income is what you use for comparative between populations. The gap on employment income has doubled in the last 5 years as well. Okay, would you say that's because they're just not able to engage in the economy like before? Like, it's just become more difficult for them, would you say, just being strictly Anglophone? So beyond using the census as a data point, we do a lot of focus groups, conferences, events. We hold a lot of events across the country in terms of trying to gather information. We've done a survey. The top thing that's identified for us is French language barriers. That's what English speakers tell us themselves in terms of their challenges in the labor market. And that's why we spent a lot of organizational effort trying to build a well-functioning French language training system. Okay, it's all we got. Thanks, Mr. Salter. Thanks, Mr. Dalton. Les prochaines questions nous viendront pour 5 minutes également de M. Marc Serré. Merci, M. le Président. Un gros merci aux témoins pour votre travail. C'est vraiment intéressant de regarder les deux organisations, le travail que vous faites, très pertinent dans vos communautés. Alors, c'est un gros merci pour puis aussi les recommandations que vous avez faites au comité. Ça va nous aider à enrichir pour aller de l'avance. Ma première question que je vais aller, M. Salter, and I'll just pick up a bit about Mr. Dalton's, the bleak numbers, but what there's a perception out there, and I like when you look at Anglophones in Montreal, do they need support versus Anglophones in La Gaspésie, les Laurentides? Alors, there's seems to be a discrepancy on either it's a perception or
or the support needed. We have McGill in Montreal and versus other institutions outside the regions. Do you have stats that are, looking at more regional outside of Montreal? Absolutely. And then what recommendations do you have for us to be working more closely with the province of Quebec to look at supporting Anglophones outside of Montreal, if that's So your question, you're interested specifically in Anglophones outside of Montreal? Okay, so yeah, the regional aspect is obviously a pretty important one. So actually, some of our stats, we have a breakdown by region, but the situation in terms of the unemployment gap and the income gap can widen significantly. Gaspésie being one example of where there's significant gaps. That's even bigger than what we see at the provincial level. And what's needed there is different perhaps what you need in an urban setting, though I argue there are still needs in the urban setting, particularly for visible minority communities or other sub-communities within the English-speaking community. But in the regions, it's just about lack of access to opportunity and lack of access to services. And that's why we strongly believe that there's an existing, we work with regional partners, there's an existing network of OLMC organizations across the regions that could be better supported to work on employment with a 4S by S model. And we think the federal government could play an important role in that. But obviously, we don't want to duplicate services either, right? So you want to make sure that the existing services that are being offered by the Quebec government are and that jurisdiction is respected while giving the English-speaking community an opportunity to build its own targeted services that meet its unique needs. And in fact, each region is different as well, so it can get complicated fast, but that's why you need a tailored approach for each region. And if I just may add just a specific... Just quickly, yeah. Yeah, just quickly, the English speakers experience higher unemployment in every region of Quebec, with the top three being Côte-Nord, Gaspésie, and Montreal, actually, in terms of unemployment. The statistics in Montreal, because there's a perception that they may not need that support, but that's something you could provide with the committee itself. Madame Bouthier, vous avez parlé, merci beaucoup pour les 6 recommandations que vous avez faites, puis le travail que vous faites pour les pairs, lorsqu'on regarde au niveau des femmes francophones. Je pense que vous avez raison à plusieurs reprises qu'on doit faire mieux. Une des recommandations que vous avez, on n'a pas parlé aujourd'hui, vous avez parlé de l'immigration, on a parlé au niveau des genres, au niveau de la violence contre les femmes, mais les personnes entendant, c'est quoi vos recommandations spécifiques? C'est quoi les défis lorsqu'on regarde aux personnes entendant au niveau de la francophonie? Puis, est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques que le gouvernement fédéral peut faire pour aider? Oui. OK, parfait. La réalité, c'est, oui, il y a définitivement plus de services à donner. Les proches aidants sont souvent isolés. Ils sont souvent dans des... souvent, ils se retrouvent... On a vu encore en plus leur travail durant cette pandémie. On a reconnu qu'il y a un travail énorme que les personnes aidantes ont fait, mais accès aux services de répit, aux services d'appui en français, aux services aussi pour les personnes qui sont en train d'aider, c'est un défi. Encore plus quand on parle questions rurales, questions urbaines, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et aussi, ce qu'on entend par les recommandations qui ont été faites par certaines personnes aidantes, c'est même au niveau des impôts, le retour d'impôt qui leur est donné, l'aspect qu'elles peuvent déclarer, ce n'est pas suffisant. La plupart du temps, elles doivent abandonner leur travail pour s'occuper de leurs proches. Et c'est souvent les femmes qui doivent faire ce genre de travail-là dans une famille. Elles se retrouvent souvent à faire ça. Êtes-vous capable de nous donner un tableau du financement? Vous avez parlé tantôt des 15 organisations du gouvernement fédéral pour l'ensemble, mais le financement des provinces, parce qu'il semble avoir des provinces que vous recevez aucun support. Est-ce que vous pouvez dresser un tableau du support de la province et du financement? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour le fédéral de travailler plus proche avec les provinces? Certainement. On sait qu'il y a sur les 15 organisations membres, il y en a seulement 7 qui reçoivent un financement de base de patrimoine. Mais pour les autres, on va définitivement faire un suivi. Vous retournez là-dessus. Merci. C'est 6 minutes? J'ai passé tout droit avec M. Dalton, donc je vais allonger tout le monde en temps égal. La question ici au niveau du financement, on a revient tantôt au niveau du support pour comment vous avez parlé que pour supporter les anglophones de langue seconde, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'emploi? Il n'y a pas encore l'aspect de Montréal versus les régions. On a encore la difficulté, on entend beaucoup de statistiques que c'est vraiment une réalité complètement différente.
Puis, j'aimerais juste entendre un peu plus le support qui est nécessaire pour les anglophones de s'assurer au niveau du bilinguisme pour l'emploi en dehors de Montréal. Ben, en dehors de Montréal, c'est quand même des communautés très francophones. Donc, mais on serait peut-être surpris d'apprendre qu'il y a quand même des anglophones unilingues dans Gaspésie, par exemple. Donc, Merci. il y a un volet de francisation, il y a un volet d'apprentissage de la langue française comme langue seconde, mais un volet, encore une fois, de service à l'employabilité. Donc, oui, les besoins sont complètement différents. Merci, merci, M. Salter. Je le sais que c'est... Mais là, j'ai laissé une minute de plus, là. On étire l'élastique. Monsieur, comme j'ai laissé du temps de plus aux deux formations politiques, M. Beaulieu, à vous la parole pour 3 minutes. Oui, merci. Juste un point d'information, faire suite aux questions de M. Dalton. Je pense que ce financement-là est arrivé. C'est Kathleen Wheel, qui est une ancienne d'Alliance Québec, qui a parti ce programme-là. Puis le gouvernement Legault a décidé de le poursuivre, ce financement-là. Mais moi, je considère que le portrait de la situation que vous donnez est faux et biaisé. Parce que si vous preniez d'autres indicateurs, la médiane, c'est reconnu. Ça ne tient pas compte. Du côté anglophone, il y a beaucoup plus de très hauts salaires et ça ne tient pas compte de la disparité, la médiane. Ce que j'aimerais, si vous l'avez fait, parce que Statistique Canada, ces données-là ne sont pas encore disponibles, mais si on regarde en termes de langue maternelle, langue d'usage, langue de travail, on obtient un portrait très différent. Et il y a un chercheur, Gilles Grenier, qui, lui, a calculé plutôt si vous travaillez en anglais, si vous ne travaillez pas en anglais, c'est quoi les conséquences. Puis ce qu'il a trouvé, c'est que pour les francophones, travailler en anglais rapporte davantage que travailler uniquement en français et travailler principalement en anglais. Puis pour les nouveaux arrivants, travailler exclusivement en anglais dans la région montréalaise, c'est plus payant que de travailler seulement en français. Il y a une étude récente de l'Office québécois de la langue française qui dit que les personnes qui utilisent uniquement l'anglais au travail gagnent en moyenne 46 000 par année, 20 de plus que le revenu moyen de ceux qui travaillent seulement en français. Alors, c'est très, très difficile. Et dans les faits, une partie de votre travail, quand vous ciblez les nouveaux arrivants, les immigrants, ça va à l'encontre des efforts du Québec pour franciser les nouveaux arrivants. Pour aider les objectifs du gouvernement du Québec, notre analyse, c'est vraiment pour comprendre les besoins sur le terrain. Mais juste pour vous faire plaisir, si on regarde les données sans inclure les immigrants, si on regarde langue maternelle seulement, mon collègue peut vous donner des données. Ça inclut les immigrants aussi. Okay. Si on fait langue maternelle, les écarts sont encore présents. Donc, nos données ne sont pas fausses. On pourrait vous moi, montrer j'ai des indications contraires. Vous me les enverrez. Pour 2016, il y avait quand même encore... On a les données de 2021. On a les données pour 2021. Mais tout dépend de la façon... On peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Non, tout dépend de la façon il y a des chiffres, et les chiffres disent qu'est-ce que les chiffres disent. Et juste en question des revenus moyennes, si Bill Gates, par exemple, était dans la chambre avec nous aujourd'hui, si on prenait les revenus moyens de tout le monde, on serait tous des millionnaires. Moi, quand j'ai regardé mon compte de banque ce matin, je n'avais pas des millions dans mon compte de banque. Donc, la moyenne peut fausser les données. Et en effet, il y a une grosse inégalité sociale, économique, au sein de la communauté d'expression anglaise qui donne que la moyenne est plus grande. On ne la cache pas. On dit qu'il y a quand même des gens très pauvres qui ont besoin d'aide. Donc, si on regarde seulement la moyenne, en effet, ça ne va nous permettre pas de cibler les gens qui ont des besoins au niveau de l'apprentissage de langue française. Merci, M. Salter. Merci, M. Salter. Si vous avez de la documentation envoyée, vous le faites via notre greffière pour qu'elle puisse partager ça à tous les membres du comité. Merci, M. Beaulieu. Madame Ashton, à vous la parole. Merci et j'aimerais continuer avec les questions sur le financement du système de petite enfance, qu'on voit un amendement qui a été proposé au Sénat au projet de loi qui va retourner au Parlement, reconnaissant clairement qu'il faut avoir du financement ciblé à des garderies en français hors Québec, évidemment. Et on sait bien que cette recommandation est aussi appuyée par la FCFA. Et je vais demander à Mme Boutieb ou à Mme Enaya si l'Alliance des femmes des francophones canadiennes considère cet amendement important. Je vais répondre oui, absolument, parce que
une petite histoire, je travaillais avec des femmes réfugiées et à chaque fois, le problème était la petite enfance, les garderies. Donc, c'est sûr que si il y a cet amendement, les femmes francophones à travers le pays auront un répit pour pouvoir justement avoir un focus sur leur vie et continuer à travailler. Je ne sais pas, Soukaina, si tu voulais rajouter quelque chose. C'est une des choses qu'il faut s'assurer que ça soit permanent. Je pense qu'on ne peut pas donner un système de garderie universelle pour dire pour 5 années, puis après ça, débrouillez-vous les femmes. Non, ça doit rester, ça doit demeurer concret pour toutes, et tout le monde doit y avoir accès, peu importe la région où est-ce qu'on habite au Canada. OK, merci beaucoup. On sait qu'un autre défi, c'est la question de logement abordable. Considérant encore une fois le fait qu'on veut apporter à plusieurs familles francophones de travers le monde, est-ce que vous considérez qu'on doit avoir de l'action concrète du gouvernement fédéral en termes de logement abordable? Oui, absolument. J'habite à Vancouver, donc je suis très, très au courant de la difficulté que les familles ici vivent en Colombie-Britannique en général, mais à travers le pays aussi, surtout avec l'inflation que le pays vit. Les femmes souffrent de ces inflations et des prix des logements encore plus que la population en général. 30 secondes. On vous entend plus, Mme Ashton. Pardon. Avec ces dernières 30 secondes, je veux soumettre une motion à la greffière pour partager avec le comité que le comité fasse rapport à la Chambre de sa profonde condamnation de l'annonce de suppression d'emplois importants à CBC Radio-Canada. Le comité exprime une profonde préoccupation quant aux implications sur l'accès à l'information pour les francophones partout au Canada et au Québec, ainsi que pour les travailleurs et travailleuses qui seront touchés. Le comité demande à Catherine Tate, PDG de CBC Radio-Canada, de témoigner pendant une seule séance afin de fournir des éclaircissements sur les raisons et la vision stratégique de CBC Radio-Canada concernant ces coupes. Merci, Mme Ashton. Et j'ai hâte de débattre cette motion. C'est bel et bien un avis de motion, Mme Ashton, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Avant de terminer, je voudrais remercier l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne par le biais de Mme Boutayeb et Mme Enaillé. La table ronde provinciale sur l'emploi avec messieurs Salter et Walcott. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici. Merci d'être venu, de vous être prêté à l'exercice. C'était vraiment intéressant. Puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Monsieur Bernard Généreux voudrait ajouter quelque chose. C'est juste un petit mot. En fait, Mme Boutayeb, j'aimerais, au nom des hommes canadiens, nous excuser de ce qui vous est arrivé à votre bureau. J'ai compris que vous avez reçu un colis c'était un colis suspect avec une lettre qui vous demandait de retourner à la maison, que les femmes retournent à la maison. Vous savez que la société canadienne et québécoise, en tout cas canadienne dans son ensemble, a beaucoup évolué. On est très, très loin de ça maintenant. Que ce colis vous a été envoyé possiblement par des hommes, j'imagine, là, qui vous demandent de retourner à la maison. Ce n'est absolument pas le cas de la majorité des hommes canadiens, puis on espère que cet événement-là ne se reproduise jamais. Merci. On va donc c'est-à-dire suspendre temporairement. Oui, allez-y, M. Beaulieu. Je pense que tous les gens autour de la table sont d'accord avec ça. Je tiens à vous assurer de notre soutien au Bloc québécois, même si mes questions sont allées plus vers les organismes du Québec. Parce que nous, on s'occupe du Québec, mais on appuie tout à fait la cause des femmes francophones. Quoi que ce soit, puis je pense qu'un soutien se va aussi avec des recommandations concrètes, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va suspendre momentanément le temps de faire le changement de garde avec les nouveaux témoins. Merci encore.